On va accueillir maintenant Philippe de Chanville. Donc, Philippe de Chanville, qui est le cofondateur avec Christian Resson de Mano Mano, qui est cette place de marché du secteur du bricolage et du jardinage, avec une très très belle réussite de cette toute jeune entreprise quand même, qui va témoigner sur sa temporalité par rapport à son expérience de manager. Alors, je propose, si vous m'entendez bien, Philippe, de vous poser une première question sur justement la création de Mano Mano avec votre associé, qui a été motivée par, je crois, une quête de sens, alors que vous travaillez tous les deux dans le même fonds d'investissement. Comment la rupture s'est-elle imposée? Comment avez-vous senti que c'était le bon moment ou avoir la certitude que c'était le bon moment pour vous lancer? Bonjour Raphaël, merci pour votre question et merci de m'inviter ce soir. Je crains que mes réponses seront probablement un peu plus terre à terre que celles des brillants orateurs qui m'ont précédé et professeurs, mais écoutez, je vous donnerai ma vision de manager au quotidien. Oui, vous avez raison, Raphaël. Notre motivation avec Christian, quand nous avons créé Mano Mano, c'était bien une quête de sens. Une quête de sens car on travaillait dans un fonds d'investissement et nous avions tous les deux l'impression de perdre notre temps. Perdre notre temps dans le sens où nous faisions un métier dont nous pensions qu'il n'était pas tout à fait fait pour nous. Et on se voyait passer notre temps à créer de la valeur pour un individu privé et on ne voyait pas vraiment ce qu'on pouvait apporter à la société de manière plus large et ça me semblait un peu aride. Ça a déclenché une quête de sens également parce qu'il y avait beaucoup de pression au quotidien et ce qui remettait en question les arbitrages du temps pour la vie privée, du temps pour la vie professionnelle. Et ça avait forcément, cet arbitrage-là, un impact sur la qualité de vie personnelle. Et enfin, on s'est rendu compte avec mon associé, on était collègues dans ce fonds-là, que séparer le temps professionnel et le temps personnel était une illusion parce que tout le monde a besoin d'une forme d'unité de vie et on pense laisser des sujets ou des préoccupations dans le temps professionnel et en fait, immanquablement, ils nous rejoignent dans le temps personnel et vice-versa. Donc, oui, c'était une quête de sens. C'était une quête de sens, mais par contre, ce n'était pas une rupture. Cette rupture, en fait, alors, il nous a fallu quelques années pour nous en rendre compte avec Christian, mais en fait, ça a été plutôt une évolution progressive. Pour ma part, j'ai travaillé au départ dans des fonds beaucoup plus importants, avec des entreprises plus grosses. Et je suis passé progressivement d'entreprises cotées à des PME. Et après, je gérais des startups dans le dernier fonds. Et je suis passé mois après mois de gérer des startups préexistantes déjà d'une grosse taille à gérer des startups plus jeunes. Puis progressivement, on a créé des startups en interne dans le fonds. Et enfin, j'ai aidé un ami à créer sa startup en parallèle de mon travail dans le fonds. Et c'est ça qui m'a amené en dernière étape à créer ma propre entreprise. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une rupture avec du recul. C'était plutôt une théorie des petits pas. Il y a vraiment une continuité dans le temps et dans les expériences qui ont mené progressivement à ce changement et ce choix. Alors, qu'est-ce qui a été le timing? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Votre question, est-ce qu'il y a eu un bon moment? Qu'est-ce qui dit que c'était le bon moment? Je vous dirais qu'il y a la théorie et la pratique. La théorie, c'est quand le projet est bien ficelé. En théorie, le bon moment, c'est qu'on a identifié le vertical et le marché, qu'on a identifié le business model, qu'on a trouvé un associé. Avec Christian, on a mis 6 mois à faire cela. Pendant 6 mois, on se retrouvait le soir de 9h à 11h après le bureau dans un hall d'hôtel où il y avait le Wi-Fi pour essayer de travailler sur notre modèle. Après, on a recruté à distance aussi. Et puis en théorie, il y a une étape, les entrepreneurs parmi vous le savent bien, il y a une étape indispensable qui est celle de la validation familiale du cadre de vie du conjoint parce que c'est forcément une décision engageante pour tout le monde. Pour ma part, au moment où je me suis lancé avec Christian, j'attendais mon deuxième enfant et mon épouse a pris la décision de démissionner pour pouvoir se consacrer un peu plus de temps à nos jeunes enfants. Donc, c'était une décision qui avait des conséquences. Donc, le bon moment, en théorie, je pense qu'on peut écrire beaucoup sur les conditions
objectif du bon moment. Mais au fond, et je pense que Philippe en parlait tout à l'heure, Philippe Galibier, quand il parlait de la chance et du fait que les gens prennent leur chance, il y a un prérequis pour ça, c'est de se sentir prêt. Et ça veut dire d'être confortable à la fois sur le risque financier et sur le risque professionnel ou social. Le risque financier, c'est quand on accepte de passer de revenus confortables à pas grand-chose, ou le chômage. En France, on a vraiment cette chance d'avoir une assurance chômage. Et il y a un risque professionnel, social. Je vais être honnête, mais pour ma part, passer d'un fonds d'investissement de métier financier à entrepreneur dans le monde du bâtiment, ça peut sembler trivial, mais pour moi, ça ne l'était pas. Et donc, il y a une question de liberté intérieure, plus que de bon timing. Et cette liberté intérieure, il me semble qu'elle vient avec une mise en perspective sur le temps long. Vous voyez, je vous parlais de risque financier, mais lorsqu'on prend une perspective de long terme sur le risque financier, on se dit, oui, je prends un risque sur 2 ans de ma vie. Et si dans 2 ans, ça n'a pas marché, j'aurais usé mes économies, j'aurais utilisé mes économies, mais je compte bien retrouver un travail après. Et sur une vie professionnelle, sur 40 ans, 45 ans, 50 ans de vie, 2 ans passés, finalement, est-ce que c'est tant que ça? Et de même, le risque professionnel sur le temps long, de retrouver du travail, les questions de considération, sur 40, 50 ans de carrière professionnelle, je pense qu'on peut les mettre beaucoup plus en perspective. Donc cette liberté intérieure que je pense qu'on a besoin de ressentir pour passer à l'acte vient d'une perspective au temps, et donc une perspective au temps long. Voilà en quelques mots ce que je dirais sur qu'est-ce qui nous a poussé à nous lancer et comment on a pris la décision de sauter le pas. Alors, on peut aborder le sujet des routines quotidiennes. On est intéressé par ce sujet-là, par rapport à la temporalité. On a l'exemple d'Elon Musk qui a un agenda extrêmement précis, qui se décline en créneaux de 5 minutes, et de Jobs, par exemple, qui lui, profitait des soirées pour faire des longues marches. Donc, il dédiait certains temps personnels importants pour se ressourcer. Est-ce que vous, votre associé, vous avez vos routines, mis en place certaines routines exemplaires? Pour être honnête, Raphaël, peu, et je vais vous dire pourquoi. Il y en a quelques-unes, je vais vous les dire, elles sont importantes, mais il y en a très peu. D'abord, probablement, c'est peut-être une question de caractère, mais avec et Christian et comme moi là-dessus, nous avons beaucoup de mal à nous tenir à des routines ou à des horaires précis. Et donc, nous nous faisons violence pour rester pour tenir une certaine rigueur. Mais surtout, la vie de l'entreprise a changé du tout au tout sur les 7 dernières années. Et avec Christian, nous avons eu l'impression de changer de métier tous les 6 mois, littéralement tous les 6 mois. Dans les premières années, en tant qu'entrepreneur, nous faisions tout dans une entreprise, vous pouvez l'imaginer, aussi bien la partie opérationnelle, de faire des campagnes sur Google et d'appeler des marchands, de gérer les cas de service client nous-mêmes, le recrutement, le financement, l'administratif, mais c'est aussi nettoyer les bureaux, faire les achats de café, nettoyer les machines à café. Enfin, voilà. Les débuts ont été très divers et c'est allé jusqu'à graduellement plus de management, plus de relations avec les investisseurs. Et aujourd'hui, un travail qui est vraiment quasiment exclusivement un travail de prise de décision et de relation avec des actionnaires. Ceci dit, donc, dans le quotidien, le découpage de la journée a beaucoup changé. Est-ce qu'il va encore beaucoup changer à l'avenir? Je vous avoue que je n'en sais rien. Je n'ai pas encore fait l'expérience de ce qu'était une entreprise 2 ou 3 fois plus grosse. J'espère pouvoir vous en parler dans quelques années, mais je ne le sais pas aujourd'hui. Ce qui n'a pas changé, 2 choses d'un point de vue professionnel, c'est l'alignement avec mon associé. Donc, le temps passé à 2 à discuter des sujets stratégiques de l'entreprise. Et comme je vous disais qu'on n'était vraiment pas très bon pour se caler des moments, le nombre de fois on a essayé de se dire on va se voir tous les mercredis de 11h à 12h30 ou tous les vendredis de 14h à 16h, sont de superbes intentions qui n'ont jamais duré plus de 15 jours. Ça fait 7 ans qu'on essaye. Donc à un moment, on a compris que
On allait essayer de forcer notre nature, mais qu'il fallait prendre d'autres mesures. Et donc, ce n'est pas vraiment une routine, mais la décision qu'on a prise, c'est ce qu'on appelle la théorie des centimètres. On a décidé que nos bureaux seraient toujours côte à côte, où que nous soyons. Alors, on se déplace dans nos bureaux, Christian et moi, on change d'étage régulièrement, mais toujours nos bureaux côte à côte, avec quelques centimètres entre nous, pour être sûr que les échanges informels puissent avoir lieu et remplacent en partie cette absence d'alignement rituel. Mais cet alignement et ce temps de partage à deux est essentiel. C'est le premier point d'un point de vue professionnel. Et le deuxième point, c'est un temps de recul personnel, professionnel. Autrefois ou auparavant, c'est tous les mois. Maintenant, c'est toutes les semaines. C'est à minima une demi-journée par semaine, car les décisions sont plus complexes, ça demande plus d'études. Et puis, les décisions sont moins réversibles. Donc, on a un peu moins le droit à l'erreur. En tout cas, les décisions sont un peu plus lourdes de conséquences. Faire changer 500 personnes de direction, ce n'est pas la même chose qu'en faire changer 5. Et donc, on prend un peu plus de temps pour réfléchir et faire mûrir les décisions et en comprendre les enjeux. Ça, c'est d'un point de vue professionnel. D'un point de vue personnel, pendant cette période-là, alors je ne connais pas les cas particuliers de Steve Jobs ou Elon Musk. Alors, je les connais un peu comme tout le monde, mais je ne les connais pas en détail. Moi, pour ma part, je suis passé de 1 enfant à 5 enfants. J'ai déménagé 3 fois. J'ai fait 50 travaux sur ces 7 dernières années, en refaisant chaque fois les appartements. Du coup, j'ai des contraintes de temps qui ont été extrêmement fluctuantes, des nuits qui n'étaient jamais les mêmes d'un mois sur l'autre. Et donc, dans ma vie personnelle, les routines étaient vraiment difficiles à tenir. Il y a 2 choses seulement que j'ai réussi à tenir dans le rapport au temps. Le premier point, c'est un temps de prière quotidien. Pour moi, à titre personnel, c'est une manière de prendre du recul et de prendre une perspective sur le temps long, toujours cette notion de temps long, de rechoisir tous les jours mon chemin de vie. C'est une manière aussi d'échapper au stress, à la pression. Parce que prendre du recul, c'est une manière de mettre les choses en perspective. Et ça permet aussi, pour moi, ça me permet une unité de vie, une continuité entre le temps personnel et le temps professionnel. Je vous parlais d'unité de vie tout à l'heure. Je pense qu'il est difficile de faire la différence entre la personne dans le cadre professionnel et la personne dans le cadre personnel. Donc, c'est ce temps d'alignement. Et à titre personnel, le deuxième rituel important sont les vacances. Avec mon associé, nous avions décidé au premier jour de la création d'entreprise que nous prendrions au minimum 8 à 10 semaines de vacances chacun par an. Et quand nous disions vacances, c'était sans relation avec l'entreprise. Bon, on n'a pas tout à fait réussi à tenir cela. C'est-à-dire que il y a toujours quelques coups de fil pendant les vacances et c'est normal. Et parfois, il y a des opérations au capital qui nécessitent notre présence et notre attention. Mais grosso modo, on a réussi à tenir cet engagement de départ et on continue à le tenir parce que pour nous, ce temps est un temps de recul. Et immanquablement, après nos temps de vacances, on revient au travail avec un sens des priorités un peu plus aigu et une vision un peu plus claire de la direction stratégique à prendre. Donc, on ne le regrette absolument pas. C'est une décision qu'on a prise dès le début. Et au lieu de se dire qu'on y allait tête baissée, on s'est dit qu'on allait essayer de préserver un équilibre. Et c'est plus cette logique de préservation d'équilibre que de routine très, très dogmatique que malheureusement nous sommes incapables de tenir. Alors, une question qui va rejoindre celle de Pierre-Marie Argouache sur combien de temps pour consacrer au management des équipes. Est-ce que c'était plus, d'après ce que je comprends, au début de l'histoire de l'entreprise ou est-ce que c'est encore actuel? Et dans ce temps de management des équipes, on s'intéresse cette année à la façon dont le leader comprend le fonctionnement des individus par rapport à ce temps. C'est-à-dire que certaines personnes se sentent pressées par le temps, d'autres personnes vont travailler très en amont des projets, d'autres juste à la fin. Est-ce qu'il y a vraiment l'importance de percevoir ces différences de chacun par rapport à son fonctionnement vis-à-vis du temps? Oui, c'est une très bonne question. Dans notre expérience entrepreneuriale, le rapport au temps, au temps de management a changé. Le temps de management, c'était peu de temps au démarrage, peu de temps au final parce qu'il y a pas mal de temps opérationnel. Et le temps de management réel aujourd'hui, c'est une grosse partie de notre temps puisque les décisions stratégiques, l'orientation de l'entreprise,
tout cela se fait à travers du temps de management, à proprement parler. Et ce management, c'est… alors, je vous donne l'exemple d'une startup dans le monde du digital. C'était il y a 7 ans, manager des personnes à un âge moyen de 25 ans et aujourd'hui avec un âge moyen de 45 ans. Pas le même niveau d'expérience, pas les mêmes besoins en termes de management, pas les mêmes caractères et des rapports au temps qui sont effectivement différents. Pour répondre à votre question, non. Alors oui, ça crée des tensions. Je vais donner quelques exemples simples. Dans la préparation d'une réunion, je pense que beaucoup d'entre vous le vivent ça ou l'ont vécu, il y a 2 écoles, en tout cas chez nous en interne, on a remarqué 2 écoles. Il y a ceux qui arrivent en réunion en ayant volontairement préparé le sujet à l'avance, en s'attendant à ce que tout le monde l'ait lu et préparé à l'avance. Et puis il y a ceux qui arrivent en réunion en se disant que les gens n'auront par défaut pas pris le temps ou pas eu le temps de le lire, et donc qui vont passer les 20 premières minutes de la réunion à réexpliquer quelque chose. Et dans les 2 cas, c'est frustrant parce que ceux qui n'ont pas eu le temps ou pas pris le temps de le lire avant parce qu'ils ont reçu trop tard, dans le cas 1, ils ne sont pas au courant du sujet, et dans le cas 2, il y en a qui ont l'impression de perdre leur temps parce qu'ils ont déjà vu le sujet. Oui, ça crée des tensions. Oui, c'est une question, pour en parler de management. Est-ce que ça a un impact sur la performance des équipes? L'enjeu, c'est de se mettre d'accord. Et il me semble que dans ce cas-là, se mettre d'accord, c'est se mettre d'accord sur ceux qui sont le moins prêts et prendre la solution. En l'occurrence, dans notre cas, on a pris une solution numéro 2. Je peux vous donner des exemples d'entreprises. Chez Amazon, par exemple, ils prennent la décision de… Personne n'a besoin de lire le document à l'avance, mais les 15-20 premières minutes d'une réunion, c'est juste du temps de lecture de documents écrits sous Word, PowerPoint n'est pas autorisé, pour que tout le monde soit aligné sur des décisions factuelles. Et du coup, il me semble que le référentiel commun par rapport au temps, ça devient la culture d'entreprise dans ce cas-là. Dans une culture d'entreprise, par exemple, de décisions trimestrielles et non pas de décisions de roadmap trimestrielle, ni semestrielle, ni annuelle, ni mensuelle, trimestrielle. C'est le rapport au temps que nous avons défini. C'est ça qui rentre dans notre culture d'entreprise aujourd'hui. Et notre enjeu, c'est d'en faire le référentiel de l'entreprise pour que les gens s'y adaptent et se calent dessus. Alors, on va parler de cette période de confinement, parce qu'on est quand même curieux des impacts ou des opportunités que vous avez peut-être constatées et aussi des ajustements que vous avez peut-être mis en place dans ces situations. Oui, je pense que tout le monde, tous ceux qui écoutent, auront pu vivre les 2 cas de figure. On a remarqué parmi nos salariés qu'il y avait vraiment des cas très différents pour une même situation. Certains, notamment quand vous avez 2 parents dans un même couple qui travaillent, vivent ce temps de confinement comme une horreur absolue. Le temps semble raccourci, comme on parlait tout à l'heure de la citation d'Einstein. Le temps est raccourci parce que les 2 doivent en même temps travailler, gérer un temps à la maison, gérer le homeschooling, et c'est un stress énorme. Et d'autres, en même temps, dans la même entreprise, vivent ça comme un temps de dépression. Le temps leur semble immensément long. C'est un temps d'isolement et d'ennui. Donc des gens qui étaient collègues vivent ça de manière très très différente aujourd'hui. Ça change aussi le rapport au temps perso et au temps pro. On a eu écho au début de cas de stress énormes parce que les gens, étant chez eux avec le travail, avaient du mal à faire la différence entre le temps professionnel et le temps personnel, ce qui nous a poussé à avoir des règles de déconnexion encore beaucoup plus strictes qu'en temps ordinaire. D'habitude, c'est 8h, 20h, les temps de connexion autorisés. C'est devenu 9h midi, pause obligatoire à midi, 14h, 18h. Alors, on pourrait penser qu'on était moins efficace. Finalement, je n'ai pas remarqué qu'on ait perdu en efficacité en raccourcissant ces horaires de connexion. Par contre, ça permet à certaines personnes de sentir un peu moins de stress, apparemment. Et puis, ce temps d'écran, c'est aussi, je pense, un temps d'être… Ça permet aux gens d'être soi-même un peu plus. On a remarqué que le fait que les gens soient dans un cadre qui soit personnel et non pas professionnel, avec des anecdotes plus personnelles de ce qu'ils vivent au quotidien, d'avoir des enfants qui débarquent en plein milieu de la réunion sur l'écran ou un chat, ce sont le genre de choses qui donnent un peu plus d'humain, un peu plus d'humanité aux relations et qui donnent un autre rapport à la personne. Donc au final, pour nous, c'est vraiment une opportunité et je pense que ça permet de choisir dans une palette plus large de rapport au temps. C'est l'occasion de choisir si on ralentit ou on accélère la prise de décision. Est-ce qu'on fait plus de réunions parce que justement les gens ne sont pas en physique, ou est-ce qu'on fait moins de réunions et on est plus top-down?
Est-ce qu'on codifie tout? Puisque maintenant, les réunions par Zoom, il faut faire un rendez-vous. Donc, est-ce que tout doit être codifié? Est-ce qu'il y a moins de spontanéité? Est-ce que du coup, on a besoin de plus de temps de préparation pour les réunions? Est-ce qu'on peut faire les recrutements de manière aussi rapide? Il me semble que la réponse, pour nous, est passée par une question de culture, de rites et de rituels. En les renforçant, on a renforcé, si vous voulez, le sens du tempo pour que tout le monde soit aligné sur exactement le même tempo. Et ce qui permet de, je pense que je définirais cela par profiter d'une opportunité. Et la question que se posent beaucoup d'entreprises aujourd'hui, nous parmi d'autres, c'est qu'est-ce que ça va vouloir dire demain en termes d'équilibre temps personnel, temps professionnel. Auparavant, le télétravail chez nous, c'était 1 jour par semaine. On a décidé de le passer à 2 jours par semaine récemment pour les temps futurs. Et là se pose la question maintenant, est-ce qu'on passe à 3 jours par semaine? Mais 3 jours par semaine, ça veut dire concrètement, sur 7 jours, 3 jours au bureau et 4 jours chez soi. Donc, certains salariés commencent à se poser la question de se dire, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas aller vivre, je travaille à Paris, mais est-ce que je ne pourrais pas aller vivre à Marseille, où j'ai toujours rêvé de vivre au soleil, mais je n'ai jamais pu trouver le travail qui me plaisait et la qualité de vie là-bas, et la possibilité de le faire. Aujourd'hui, peut-être que demain, c'est quelque chose qui est envisageable, parce que finalement, je vais passer plus de temps chez moi, dans la ville où j'ai envie d'être, qu'au bureau dans un cadre professionnel. Et donc, on se rapproche d'un point d'équilibre différent entre vie personnelle et vie professionnelle. En tout cas, ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui liées à cette pandémie et à cet environnement du Covid. Et en termes de stratégie d'entreprise, est-ce que ce confinement a confirmé une bonne stratégie ou vous allez opérer des modifications? Est-ce que ça a une influence? Écoutez, on a de la chance parce qu'on est dans le digital et que dans le digital, le digital a forcément bénéficié d'un report des achats lorsque tous les magasins étaient fermés. Et notre vertical en particulier, notre secteur, celui du bricolage et du jardinage, de la maison en général, est très en retard en termes de pénétration digitale. On est à 5-6%, là où tous les autres biens d'équipement des ménages sont autour de 15 à 20%. Donc, ça a plutôt accéléré la transition digitale, ce qui est une bonne chose. Ça a mis beaucoup de pression aussi et de stress à des opérateurs pour qui le digital n'était pas la priorité dans notre univers. Et donc, on voit une mutation accélérée dans notre secteur qui est pour moi un rattrapage et quelque chose d'assez logique au vu de ce qui se passe dans tous les autres verticaux. Donc, d'un point de vue macro, on voit une accélération de la transformation. D'un point de vue micro, le confinement, ça a été, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir la répétition liée aux gilets jaunes et aux grèves de Noël des cheminots, entre autres, où le confinement, en tout cas le télétravail, avait déjà été largement généralisé à ce moment-là. Donc, d'un point de vue opérationnel, ça ne change pas grand-chose. Alors, je crois que Mano Mano va fêter ses 7 ans. Tout à fait. C'est bien ça? Exactement. Donc, Exactement. Si c'était à refaire, bravo, hein, belle réussite. Si c'était à refaire, c'est la question piège, hein, qu'est-ce que vous referiez différemment? Écoutez, ce que je ne ferais pas différemment, c'est le choix de mon associé, de nos recrutements, les recrutements qu'on a faits, et des valeurs et de la culture d'entreprise, et de l'intervention au cercle du leadership il y a quelques mois. Ce que je ferais différemment, oui, un certain nombre de choses. Généralement parlant, regardez plus loin. Nos décisions ont toujours été avec un peu de recul, un peu trop court terme, que ce soit dans le choix des profils, parce que pression du temps, pas le temps de trouver quelqu'un qui a la bonne expérience, et en fait, on le paye toujours en mois après. Choix technique, toujours trop court terme. On veut aller vite, on veut quelque chose qui sorte. Parfois, il faut savoir faire la différence. Parfois, il faut, oui, aller vite sur des paris, mais certaines choses structurelles, il vaut mieux prendre son temps. Dans une autre dimension, il y a quand même 2 points pour lesquels je regrette de ne pas avoir fait différemment. Je vais vous le dire franchement. La première, c'est qu'on a cette vision chez Mano Mano, en tout cas cette valeur qui est de dire qu'on souhaite que Mano Mano soit un projet à la fois porté par une vision humaine et une vision business. Les deux sont indissociables et sont extrêmement importants. Et de cette vision humaine, on la définirait par s'assurer que chaque personne est à la bonne place en fonction de ses talents. Sauf qu'être à la bonne place, il y a un rapport au temps.
il y a un rapport au temps, et surtout dans une entreprise qui grandit. Une entreprise qui grandit aussi vite. On ne passe pas de 2 à 500 salariés en quelques années, de 0 à 1 milliard de ventes en quelques années, sans que cela ne change le poste et le rapport au travail. Et donc, l'évolution de l'entreprise est inévitable et l'évolution des personnes est inévitable. Et à un moment, il y a forcément une décorrélation entre l'évolution personnelle et l'évolution du poste au sein de l'entreprise. Et ça, c'est normal. Et il n'y a pas de honte à en avoir. Par contre, je crois que prendre plus de temps pour prendre conscience de cela, pour éviter des accidents de parcours, faire moins d'erreurs comme j'ai pu en faire, dans cette appréciation de cette décorrélation entre l'évolution de la personne et l'évolution de l'entreprise, c'est quelque chose d'important. In fine, cette question d'humain, c'est une question de timing. Prendre les bonnes décisions au bon moment pour les personnes, pas juste bien cerner les talents de la personne. C'est le premier point. Et le deuxième point, si c'était à faire différemment, c'est un beau programme pour l'avenir, c'est prendre du temps, puisqu'on est dans cette problématique-là. Prendre du temps avec les personnes. Pourquoi? Parce que, je viens de le dire, dans une entreprise, les gens ne restent pas éternellement, et encore plus une entreprise qui grandit vite. Et j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec nos collaborateurs. Ceux du début ont été des collègues exceptionnels, et ceux qui le sont aujourd'hui également, mais je dis ont été parce qu'ils nous ont quittés aujourd'hui. Et je me rends compte après 7 ans que ce qui me reste de ma relation avec ces personnes-là, ce n'est pas ce qu'on a construit ensemble, ce n'est pas les objectifs business qu'on a réussi à atteindre ou dépasser. Ce qui me reste, c'est la relation qu'on a eue. C'est le temps qu'on a passé ensemble. Et avoir parfois survolé ce temps-là, avoir parfois une communication minimale basée sur le faire et non pas l'être, ça me laisse un petit goût amer, un petit goût de non fini, parce que je me dis que, en fait, le trésor et le secret de ces années-là, il était dans le temps passé avec les gens et pas dans ce que j'ai fait avec eux. Alors, bien sûr, je suis content d'avoir fait ce qu'on a fait, mais voilà, je repense parfois à certaines personnes en me disant si j'avais passé un peu plus de temps. Voilà. Voilà, mais ça me laisse plein de beaux projets pour les 10 années qui viennent et les gens avec qui je travaille actuellement. C'est une sublime, une très belle conclusion. Merci Philippe de Chanville de ce témoignage.